Nous allons donc attaquer notre première table ronde. Quel est l'apport du management des connaissances par temps de crise? Et je laisse la parole à Laurence Fourcade qui va animer la table ronde. Merci. Merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Première table ronde, l'apport du management des connaissances par temps de crise. Alors peut-être un petit mot sur Copin, l'association fondée par Martin Rollo-Dugage il y a 14 ans, dont je suis maintenant la présidente. Tous les ans, nous organisons cet événement autour soit d'un sujet d'actualité ou alors un sujet d'étude. Il y a quelques années, nous avions traité le sujet de l'intelligence artificielle. Évidemment, cette année, nous, praticiens du knowledge management, on a beaucoup échangé, y compris pendant la crise et malgré la surcharge de travail que nous avons tous vécu, autour du rôle du management des connaissances pour faire face à cette crise et aussi en sortie de cette crise. Il nous a semblé évident de faire participer quelques-uns de nos membres pour témoigner de ce qu'ils avaient vécu, de l'évolution de ce partage des connaissances en temps de crise et aussi de la façon dont on voyait l'évolution de nos démarches au sein de nos entreprises. Comme Alice l'a dit, on s'est rendu compte que le knowledge management, justement, n'allait pas disparaître, que c'est quelque chose qui allait plutôt être renforcé, qui avait beaucoup de concepts d'anticipation. Et ce qu'on a pu observer dans nos entreprises, c'est que les entreprises qui étaient préparées, qui avaient des systèmes, finalement, pouvaient beaucoup mieux faire face à ces temps de crise, que la distance faisait évoluer les usages, le type de façon dont on pouvait partager nos connaissances, et que même si on était dans le tout digital pendant quelques périodes de confinement, que ce qui faisait aussi une énorme différence, c'est l'humain, c'est justement l'humain. Donc l'humain dans la zone de confiance qui fait qu'on va réussir à partager en temps réel, mais aussi qu'on va se sentir mieux parce qu'on va faire partie d'un collectif qui nous aide à faire face ensemble. Alors je suis très heureuse d'accueillir 3 personnes que je connais bien. Donc d'abord Thierry Guinard, que je connais très bien et d'autant plus après l'avoir secondé pendant cette période de crise, donc directeur sécurité groupe Keolis. Jean-Paul Caravella, qui est là avec nous, donc project manager du programme KM chez Framatome, et Muriel Semeneri, qui est knowledge management director chez Essilor et qui nous rejoint à distance. Alors, je vais passer la parole tout de suite à Thierry pour ton témoignage pour les 10 prochaines minutes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation et puis pour cette introduction. Effectivement, on sort toutes et tous d'une période que l'on n'avait pas connue jusqu'à présent et qui nous fait réfléchir à notre manière de gérer finalement nos connaissances et de chercher à mieux capitaliser tout ce qui a pu être échangé dans cette période. Et je crois qu'effectivement, ce sera un moyen d'accélérer ou de revoir et de réfléchir à la meilleure manière de pouvoir échanger physiquement, à distance, et de pouvoir se baser sur la capitalisation de nos connaissances, de nos savoirs pour pouvoir continuer à développer nos entreprises. C'est une situation que l'on a vécu avec Laurence, comme elle l'a dit, chez Keolis pendant cette période, et puis c'est pas terminé, donc on continue. Alors quelques mots sur Keolis. Qui sommes-nous? Nous sommes un opérateur de transport, de mobilité, de services à la mobilité. On exerce dans 15 pays, c'est 68 000 salariés. On a plus particulièrement des compétences et du leadership sur l'exploitation des tramways, des métros automatiques. Melbourne est un bel exemple, 400 tramways tous les jours pour pouvoir assurer du service de transport. Et puis on a été effectivement impacté directement par la crise du Covid en 2019.
du Covid 2020, de ce Covid-19, puisque tous nos réseaux de transport ont bien sûr vu à la fois des fréquentations des services de transport très très réduites jusqu'à l'arrêt. Notre métro en Inde, à Hyderabad, a été arrêté entre mars et septembre, donc c'est un arrêt inédit pour un système de transport. On sort encore une fois à Melbourne d'un confinement alors qui n'a pas arrêté le service de transport complètement, mais bien sûr sans personne à bord. Ça a été le cas dans tous nos pays, dans toutes nos exploitations de transport, quelles qu'elles soient, que ce soit en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, avec des situations très différentes. Et c'est là où on a pu accélérer notre capitalisation de bonnes pratiques, notre échange de savoir entre les collaborateurs, et grâce à notre système de knowledge management que Laurence orchestre au sein du groupe et qui a montré toute son efficacité. Et heureusement qu'en fait le système existait avant cette pandémie, parce que ça a été un vrai vecteur d'échange et un vrai vecteur de capitalisation de bonnes pratiques, avec un enjeu qui était finalement de pouvoir chercher à avoir un coup d'avance plutôt que d'être à la traîne et de pouvoir être toujours en mode réactif. Donc ça nous a permis d'être finalement assez proactifs sur ce qui se passait, en prenant l'exemple de nos collègues chinois qui avaient certes un coup d'avance, qui ont mis en place un certain nombre de solutions, un certain nombre de pratiques, et qu'on a pu en fait transférer de cette manière dans les autres exploitations de transport pour pouvoir gérer au mieux cette situation de crise inédite sur laquelle tout le monde s'est découvert, aussi bien sur des pratiques, sur des modes d'échange, sur des modes de capitalisation de connaissances et de savoir, et ça a été essentiel. Donc notre enjeu pendant cette phase, ça a été vraiment de pouvoir accélérer les échanges. On a mis en place des points réguliers, on en a eu encore un hier avec l'ensemble de nos collègues internationaux, avec deux réunions partagées, mais entre-temps, il fallait bien pouvoir mettre à disposition de la matière, encore une fois, des illustrations de ce qui se fait de bien, de ce qu'il ne faut pas faire, de résultats de tests de dispositifs, que ce soit sur la désinfection, sur le traitement par exemple de l'air dans les métros, dans les tramways, sur les actions marketing aussi, pour pouvoir rassurer les clients et bien indiquer comme quoi dès lors que l'on porte le masque dans les transports en commun, c'est pas un endroit où on risque d'être contaminé. Donc ça nécessite effectivement d'être accompagné, d'adopter la bonne communication, et le knowledge management et l'échange de savoir nous a permis effectivement de pouvoir accélérer la diffusion de ces bonnes pratiques dans les différents pays. Aux États-Unis, ça a été un des points forts aussi pour aller montrer la valeur ajoutée d'un groupe comme Keolis, parce que justement, on apportait en avance de phase des situations qui étaient rencontrées dans les autres pays. L'exemple de la distanciation que l'on a cherché à mettre en place et que l'on continue à mettre en place dans les transports en commun est un exemple en s'appuyant sur les neurosciences, sur l'application du nudge, pour pouvoir faire adopter les comportements adaptés à la situation en utilisant ces solutions. Et ça a été vraiment un vecteur pour accélérer finalement ce partage de connaissances, ce partage de pratiques, et de manière concrète, de manière appliquée. L'autre élément extrêmement important sur lequel on a dû aussi changer nos pratiques, et encore une fois échanger pour accélérer, c'était bien l'information voyageur et la capacité aussi de pouvoir digitaliser nos services de transport. Donc on a commencé avant la période de confinement à digitaliser la prise de tickets, que ce soit sur smartphone, que ce soit par open payment, que ce soit aussi sur de l'information temps réel. Somme toute, on avait une part très très réduite
d'utilisation de ces usages avant la crise. On avait en France, par exemple, on avait une vingtaine de réseaux qui utilisaient ce type d'outils. Et bien la crise a permis d'accélérer complètement cette pratique. On est passé entre mars 2020 et puis septembre 2020 de 20 à plus de 80 réseaux qui utilisent des solutions digitales pour permettre aux voyageurs bien, de prendre leur ticket facilement, alors que ce soit du SMS, que ce soit encore une fois de l'open payment avec votre carte bancaire sans contact, votre téléphone portable, et puis aussi de pouvoir accélérer l'information voyageur de qualité, permettant de savoir si effectivement l'heure à laquelle je vais prendre les transports, la ligne de métro, de tram, de bus, eh bien, va être chargée ou non. Et donc, ça a été aussi un des enjeux de pouvoir accélérer la mise en place de ce type de solution. Et là, le knowledge management a été vraiment le cœur du réacteur pour pouvoir justement permettre d'accélérer ces échanges, de les capitaliser, de pouvoir y donner accès avec les bons filtres, avec les bons moyens de recherche. Pour la direction sécurité, par exemple, on a profité de cette période aussi pour revoir finalement complètement notre portail d'accès à l'information afin de le rendre beaucoup plus facile d'accès, pour pouvoir revoir aussi le contenu, parce qu'en fait le contenu s'érode au fur du temps, et donc on a besoin aussi de s'assurer que les informations sont fresh, sont bonnes, sont récentes et sont correctes. Donc ça a été aussi un moyen de revoir notre processus de management de nos informations, de nos documents, de nos bonnes pratiques, et ça a été finalement une opportunité pour pouvoir changer notre mode de fonctionnement. Donc c'était, c'est encore, c'est pas fini, une opportunité qu'on a saisie pour pouvoir revoir nos pratiques au sein de la direction sécurité, mais pas que, et de pouvoir améliorer notre portail collaboratif dans ce sens-là. Voilà pour les principaux points que je voulais vous partager et l'expérience du groupe Keolis sur ce sujet. Et merci Laurence pour cette invitation. Merci Thierry. Reste avec nous pour les questions, s'il te plaît. Alors, je vais passer la parole à Jean-Pierre Taravella, qui est venu avec nous. Est-ce que le son est bon? Ok. Bien, ben merci à toute l'équipe pour cette organisation de projet. Alors, moi, je vais vous parler du KM en temps de crise chez Framatome. Framatome, c'est pas les transports, c'est les centrales nucléaires. Les centrales s'arrêtent pas, heureusement, en période de crise. Donc Framatome, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui, sur toutes les activités nucléaires, est exactement au centre, c'est-à-dire qu'on est chaudiériste, on s'occupe de la conception, de la fabrication, de la maintenance de la chaudière nucléaire, donc la cuve, les générateurs de vapeur, cette vapeur qui va être turbinée pour faire de l'électricité. Et donc, c'est une société qui compte aujourd'hui 14 000 personnes. On est présent sur 3 grandes régions, la France, l'Allemagne et puis les États-Unis. Et à partir de là, on opère le monde entier. On est sur 380 des 450 centrales existantes dans le monde. On intervient en maintenance. On fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc, c'est pas seulement une filiale EDF qui travaille pour la France. On est vraiment répartis au niveau mondial. Voilà. Donc, les centrales, c'est des objets qui ont la vie longue. Aujourd'hui, on a des objets, on a des machines qui tournent depuis 20, 30, 40 ans. Donc, le KM a toujours été, je m'excuse, j'ai un petit souci avec le masque, le KM a toujours été un sujet dans le nucléaire, puisqu'on est obligé finalement de capitaliser de l'information, de la connaissance sur ces machines. Les gens s'en vont, donc on est obligé de faire des transferts d'informations et de connaissances des experts vers les nouveaux embauchés, et ça depuis longtemps. Mais il y a 3 ans, en fait, la direction a lancé un grand programme KM pour 10 ans. On a un petit peu d'argent pour 10 ans pour accélérer un peu les choses. Effectivement, la crise sanitaire, elle est arrivée dans un contexte où on avait déjà 3 ans d'existence dans ce programme KM, 1 an de lancement des plateformes, et on a pu observer un certain nombre de choses dont je vous parlerai ensuite, notamment sur les communautés, les moteurs de recherche et puis la production de vidéos. Mais donc, pour revenir en vitesse sur les grandes initiatives autour du KM, pour que vous compreniez mieux les impacts qu'on a eus
en termes de contribution à l'efficacité opérationnelle des équipes. Donc, on a tout un ensemble d'initiatives qui consistent à collecter l'information auprès des experts. On a plusieurs centaines d'experts qui transmettent via des entretiens formels des connaissances qui sont explicites, ces connaissances qui sont capitalisées, qui alimentent les communautés. Les communautés ne se basent pas que sur ces connaissances-là, hein, mais les communautés, quelque part, c'est la cuve du réacteur, c'est l'endroit où l'on fabrique les nouvelles connaissances, où l'on fabrique l'innovation. Donc, on ne doit pas réinventer ce qui existe déjà, donc on a besoin de ces connaissances existantes. Donc, ces communautés sont alimentées par ces connaissances et les communautés sont sponsorisées également par le programme KM. On a aujourd'hui une trentaine de communautés que l'on sponsorise pour qu'elles puissent se réunir, pour que le leader de communauté ait un peu de temps dégagé par rapport à sa charge opérationnelle pour pouvoir alimenter, relancer, récupérer la substantifique moelle de ce qui est discuté dans ces communautés et enrichir la connaissance. Le troisième pavé, c'est les retours d'expérience. Alors, on a de toutes ces centrales qui tournent et qu'on répare et qu'on construit, il y a énormément de REX, on a plusieurs milliers de REX positifs, négatifs qui nous remontent. Ça coûte très cher, hein, les erreurs, donc on essaye d'éviter de les refaire. Donc, il y a plusieurs bases de connaissances qu'on a constituées qui sont valorisées. La quatrième partie, c'est toute la partie stockage, classement. On essaye de distinguer le classement de l'information de la personne. Il ne faut pas que ce soit des classements qui dépendent de la personne. Il faut essayer de trouver des classements d'entreprise quand c'est possible. Donc, on a toute une réflexion sur quels sont les bons plans de classement, comment les personnes vont arriver à retrouver par différentes clés dans les arborescences, dans le moteur de recherche, les informations qu'ils recherchent. Donc ça, c'est une ligne en tant que telle. Et puis le dernier pavé qui réunit 3 ou 4 initiatives, c'est celui dont je m'occupe spécifiquement, c'est la distribution de la connaissance existante. Donc c'est-à-dire toutes les plateformes. On a lancé en juin de l'an dernier un moteur de recherche d'entreprise, un moteur de recherche fédéré qui remonte les différents documents techniques, les différentes expertises, les différents REX. On a 25 millions de documents aujourd'hui qui sont disponibles pour les équipes. On a, comme je vous le disais, plusieurs centaines de profils d'experts. On a plusieurs milliers de retours d'expérience qui sont disponibles. Donc ça, il y avait déjà, j'allais dire, 1 an et demi d'existence quand la crise nous a frappés. Donc c'est un savoir qui est directement accessible. Et puis le 6 avril de cette année, j'ai lancé aussi 2 plateformes, une plateforme vidéo et une plateforme wiki. On peut revenir encore un peu en avant, voilà. Une plateforme vidéo et une plateforme wiki. Alors une plateforme vidéo, pourquoi? Parce que toutes les informations, toutes les connaissances sont pas forcément textualisables. Des fois, on filme des gestes techniques. Des fois, avoir un PowerPoint avec une bande son, c'est plus efficace que de raconter tout ça dans un document de 300 pages. Donc, on a mis en place cette plateforme. Aujourd'hui, la plateforme compte 700 vidéos depuis donc pour 14 000 personnes hein, depuis avril. Donc là aussi, ça montre qu'il y a une production et qu'il y a un usage et une appropriation de ce système. Et le wiki, sur le modèle de Wikipédia, la même technologie d'ailleurs que le Wikipédia, un wiki interne pour pouvoir récupérer très rapidement de l'information volatile, pouvoir expliquer rapidement les acronymes. On embauche énormément de gens. Les nouveaux entrants n'ont pas forcément la connaissance de tous ces documents, mais aussi de tous ces acronymes, de toute cette terminologie. Donc, le wiki permet finalement d'accéder rapidement à toutes ces définitions. Donc, pareil, le wiki, ça a démarré à fond. Aujourd'hui, on est à 5000 pages, 5000 articles. On a un taux de contribution de 5%, ce qui est finalement pas mal, je crois, par rapport à Schneider Electric. Il y a Louis-Pierre qui témoignera peut-être. Donc voilà, alors, je vais revenir en particulier sur 3 impacts sur les communautés de pratique. Alors, les communautés de pratique, c'est un petit peu comme ce que disait la directrice de Schema. Finalement, on a des assemblées de gens très sachants et d'autres apprenants. Ils ont besoin de se réunir, ils ont besoin de partager. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, en fait, clairement en mars-avril, c'est qu'il y a eu une augmentation de la fréquence des demandes de création de communautés. On a des grandes communautés techniques, hein, on a la métallurgie, la neutronique, la chimie, mais c'est vrai que ces demandes se sont accélérées, comme si effectivement il y avait peu. Alors l'interprétation elle est compliquée, hein, je ne sais pas si c'est besoin de retrouver du lien social ou autre chose. En tous les cas,
plus de demandes de création de communauté et beaucoup plus d'échanges. C'est surtout ça qui est frappant, c'est-à-dire que finalement, le fait qu'on passe beaucoup de temps en ligne, ça a complètement décomplexé l'usage des réunions en ligne. Et là où on avait avant des communautés qui se réunissaient rarement de façon un peu formelle, avec des gens qui participent peu dans les réunions en ligne, finalement, on a aujourd'hui plus de réunions, plus courtes, avec beaucoup d'interactions. Donc ça, j'allais dire, ça a été finalement un effet positif de la crise sur les échanges en interne, parce que finalement, les gens se sont appropriés la technologie très très vite. Même si je partage tout à fait l'avis de la directrice, rien ne remplace le lien physique, mais de toute façon, on était déjà à l'international avec des expertises qui étaient déjà très mélangées sur plusieurs territoires, donc il fallait qu'on se rencontre en ligne, mais c'est vrai que là, il y a eu quand même un phénomène qui s'est produit. Le deuxième effet, ça a été l'usage du moteur de recherche. Alors, le moteur a été lancé, comme je vous le disais, en juin. Au début de cette année, on avait par mois à peu près 12 000 questions métiers qui étaient lancées. Aujourd'hui, on en est, là j'ai regardé les chiffres, on en est à 27 000 avant la fin novembre, donc on a déjà doublé. Et donc, on a une croissance linéaire. Je vous ai pas mis tout le graphe parce qu'il est un peu ennuyeux à voir. Mais en fait, clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars, il y a eu une augmentation, il y a eu un pic des demandes. Alors, ça a été des demandes à la fois sur de l'intranet, des modes opératoires, comment on se sert de Skype. Vous voyez que Skype et Arcadin, qui sont nos deux systèmes internes, sont remontés dans les FAQ, dans les Frequently Asked Questions, bien sûr parce que les gens cherchaient des modes opératoires, hein, mais ça a aussi touché les questions métiers, savoir obtenir de la documentation rapidement, parce que le collègue n'est pas là pour me répondre et que j'ai besoin d'avoir accès à un système en ligne pour avoir plus d'informations. Donc le pic est très clair sur le moteur de recherche, voilà. Sur les plateformes collaboratives, j'aurais pu vous montrer une courbe à peu près identique en termes d'accès et de visualisation sur le wiki et sur la vidéo. Mais ce que j'ai préféré vous faire voir, c'est le graphique en vert qui vous montre en fait le temps passé par les personnes dans la plateforme vidéo sur leur espace personnel. Et leur espace personnel, c'est intéressant parce que c'est un espace, finalement, c'est un SaaS où on fait des vidéos depuis son poste de travail, ou alors on upload la vidéo qu'on avait sur son disque dur, on la retravaille avant de la publier sur l'espace commun. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que en juillet et en août, il y a eu une recrudescence, une production plus forte de vidéos parce que les gens n'étaient pas dérangés et avaient un peu de temps pour finalement expliciter, filmer leurs connaissances. Et ce que je vois en novembre, c'est qu'il y a effectivement, avec le deuxième confinement, maintenant un pic de production également. J'étais regarder les statistiques hier. On a 356 vidéos qui sont en préparation sur le mois de novembre. Donc clairement, il y a eu cette mise à profit quelque part pour produire encore plus de connaissances. Donc en synthèse, puisqu'il me reste 35 secondes, voilà les enseignements à ce jour, c'est que le travail continue dans les centrales, mais tous les systèmes qu'on avait mis finalement à disposition sont en pleine montée en charge, sont complètement utilisés aussi bien pour la production vidéo wiki que sur leur utilisation avec le moteur de recherche et les premières statistiques qui sont excellentes. Et finalement, on s'attend que la crise continue ou pas pendant l'hiver. On va avoir une progression de toute façon linéaire puisque ça a été une appropriation totale à cause de cette crise, de ces outils. Et heureusement finalement que le programme a été lancé 3 ans puisqu'on avait déjà une réponse qui était prête pour ce qui nous est arrivé en mars. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors Muriel, je te passe la parole. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci beaucoup Laurence pour l'invitation. Alors, je vais vous raconter un peu, nous, de notre côté chez Essilor, comment le knowledge management a pu aider à traverser cette période de crise et tous les atouts que ça représente et puis aussi les conséquences que ça a maintenant pour le développement de pas mal d'actions. Alors, Essilor, rapidement, en 2 mots, qui sommes-nous? Donc, notre mission, c'est Improve Life by Improving Sight, donc améliorer la vie pour améliorer la vue pour améliorer la vie. Donc, on a un seul produit, c'est le verre de lunettes, en sachant que dans le monde, il y a plus de 7 milliards de personnes qui ont besoin d'une correction visuelle et que l'absence de correction visuelle est la première cause de cécité selon l'OMS.
Quelques chiffres très rapidement. Donc, on a fusionné en 2018 avec Luxottica. Les chiffres du groupe, ce sont ceux-là. Donc, 150 000 personnes, 17 milliards de revenus. Et Essilor représente à peu près la moitié du groupe. Luxottica, l'autre moitié. Luxottica étant le leader mondial sur les montures de lunettes et Essilor, le leader sur les verres de lunettes. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il chez nous? Donc, peut-être la slide suivante. Donc, notre organisation. Un petit peu de manière similaire à Keolis, on est très répartis dans le monde, avec des usines qui sont sur les 5 continents, à peu près 480 usines qui sont dans le monde, certaines très grosses, avec très grosses à notre échelle, donc avec plusieurs milliers de personnes, et puis des petites unités de fabrication avec quelques dizaines de personnes. Et la mission du département Operation Knowledge Management, dont j'ai la charge, c'est de faire en sorte que l'ensemble des opérationnels dans le monde et accès à la connaissance technique et ce à quoi ils ont besoin. Juste si on peut revenir sur la slide d'avant, pardon. Donc en Chine, comment a démarré la crise chez nous? Comme pour beaucoup d'autres entreprises, ça a démarré en Chine et je pense que je me souviendrai toujours de ce jour en salle de réunion, en réunion de staff, où nous faisons classiquement un tour de table avec les différentes personnes qui sont en charge de l'engineering dans le monde. Et mon collègue chinois qui avait rejoint le groupe seulement quelques mois auparavant, qui annonce que l'usine qui est en Chine, qui est près de Shanghai, va fermer. Et la stupéfaction générale. Donc ça, c'était en février et c'était vraiment, je me souviens encore, du choc et de l'incrédulité. D'une espèce de sidération en se disant mais que va-t-il se passer, comment on va faire face à ça? Alors la force des opérationnels, ça a été d'avoir assez d'autonomie pour pouvoir réagir localement. Donc fermer une usine, c'est compliqué parce qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des matériaux chimiques, il y a des problèmes RH, etc. Et puis après, l'usine, il faut la réouvrir et c'est encore plus compliqué parce que là, il y a la sécurité à mettre en place, l'aménagement physique des locaux avec la distanciation physique, le fait de s'approvisionner en masques, en gel, de désinfecter, etc. Et puis aussi d'aider les communautés locales en donnant des masques, par exemple, ce qu'on a fait en Chine. Voilà, donc tout un ensemble d'événements qui se sont mis en place en Chine. Et puis ensuite, le confinement a été envisagé de manière différente par les différents gouvernements dans le monde. Donc l'ensemble des usines a été fermé les unes après les autres, puis réouvertes, etc. Et dans ce cadre, qu'a apporté le knowledge management? Donc on dit souvent que le knowledge management s'appuie sur 3 piliers principaux. Les people, la techno, les process. Et dans les 3 cas, on a pu s'appuyer effectivement sur la structure en place. Donc, qu'est-ce qu'on a nous en place? En termes de people, on a toute une organisation avec des référents knowledge, des référents en termes de formation technique, qu'on appelle nos master trainers, qui sont répartis dans l'ensemble des usines du groupe. Nos trainers, LOFT, ça veut dire Learning Organization for Tomorrow, donc toute une organisation apprenante. Et puis, différentes communautés, évidemment, bien sûr, la communauté IHS, comme on l'a vu avec Keolis, qui a pu, du coup, réagir et partager très vite. En termes de technologie, comme Framatome, on a une plateforme de savoir et on a pu aussi utiliser cette plateforme pour mettre l'accent sur les contenus digitaux, les vidéos, les e-learning, les webinars, les trainings à distance, etc. Un autre des assets, des atouts clés, ça a été les process. On a des process en place grâce à l'organisation Knowledge Management qui est en place maintenant depuis plusieurs années pour faire de l'engineering de training de manière très rapidement, pour très rapidement pouvoir créer un module de formation et le déployer dans le monde entier grâce à cet ensemble d'organisations, cet ensemble de relais et ces master trainers qui sont localement. Donc, toute cette structure qui était déjà en place, elle a vraiment aidé lors de cette période de crise à pouvoir adresser les problèmes et puis à diffuser les bonnes pratiques.
Alors là, on peut aller à la slide d'après. Donc des exemples. Alors les exemples, évidemment, comme je disais, c'est la distanciation physique, l'organisation, les trainings, les mesures de désinfection, de nettoyage. Alors ce qu'on voit dans le petit encart qu'on voit en haut là, qui est écrit en thaï et en anglais. Donc ça, c'est tout à fait un exemple de bonne pratique locale. Donc c'est un master trainer local qui dit il y a des ouvriers qui arrivent, il faut que je les forme. De toute façon, il faut les former pour qu'ils soient opérationnels. Il faut qu'on fabrique des verres, il faut qu'on assure notre production. Mais je ne peux plus le faire comme avant. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis allée acheter des morceaux de plastique et puis on a des masques et puis on fait comme ci, on fait comme ça. Voilà. Donc typiquement, c'est ce genre de choses, ce genre d'éléments très très concrets, très pratiques que le knowledge management a aidé à diffuser. Alors des projets spécifiques, on peut aller à la slide d'après, qui ont été mis en place justement dans ce contexte de Covid. Donc diffuser la connaissance technique, ça passe par des formations. Alors évidemment, il y avait des opérations complexes, des opérations de calibration, de commissioning de machines, des opérations de mise au point de produits, de process, qui sont faits avec classiquement des ingénieurs, des experts qui sont dans des centres technologiques et qui voyagent dans les continents. C'est organisé par continent. Tous les voyages ont été arrêtés et le sont d'ailleurs encore pour la plupart. Donc, il a fallu trouver des nouvelles manières de faire en s'appuyant sur de l'assistance par remote, donc par des devices spécifiques, donc des head-mounted displays, des méthodes de formation à distance. Donc, il y a la technologie qui aide à ça, bien sûr, mais il y a aussi toute une phase d'accompagnement du changement. Et ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est vraiment accompagner les experts dans cette évolution. C'est très compliqué pour un ingénieur qui classiquement voyage beaucoup, passe 80% de son temps à voyager, aime être au contact des gens, aime mettre les mains dans la machine. C'est sa vie, il a fait ça pendant 20 ans pour certains d'entre eux. Et là, on lui dit, maintenant, tu vas te mettre tout seul chez toi derrière ton clavier et tu vas te connecter à distance sur le téléphone de l'opérateur qui est en Chine et tu vas le guider à distance. Donc, c'est toute une phase d'accompagnement qu'on a aussi mise en place et on avait les outils pour le faire, les outils en termes d'ingénierie pédagogique et les outils technologiques. On a aussi mis en place tout un programme de formation pour redémarrer les usines, qui est beaucoup plus compliqué souvent que de les arrêter. Redémarrer une usine, il y a tout l'aspect physique et organisation. L'aspect aussi motivation et remise à bord des people, avec des gens qui ont des craintes, des gens qui ont un peu oublié de travailler ensemble, oublié ou qui sont beaucoup moins à l'aise, qui peuvent avoir peur à la fois pour leur emploi, mais aussi pour leur santé, bien sûr. Donc, tout un programme de formation pour pouvoir aider à ça. Des webinaires techniques aussi pour diffuser la connaissance. Donc, en s'appuyant encore une fois sur les sachants. Et une des leçons aussi qu'on a apprises, et ça rejoint ce que disait la directrice de Schema, c'est que on s'est rendu compte que tout ce qui était en fait e-learning et training en asynchrone, ça marchait beaucoup moins bien que le synchrone parce que chacun était avide d'avoir des interactions, si ce n'est physiques, mais des interactions sociales. Donc tout ce qui était webinaire à distance, ça a très très bien marché. On a eu beaucoup de participation. Et à contrario, le e-learning qu'on fait tout seul derrière son clavier sans interaction, finalement, on n'a pas vu une appétence extraordinaire. Voilà, donc tout un ensemble de projets. Pour conclure, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, on se rend compte que en temps de crise, le knowledge management, on en a besoin plus que jamais, puisque justement, c'est un enabler dans toutes ces actions. Donc, il y a des nouveaux projets qui ont été lancés dernièrement et dont on a la charge pour accompagner des changements dans l'entreprise. Donc, des projets de knowledge transfer pour
redessiner, on va dire, notre organisation sachante pour être au plus près des opérationnels, donc des transferts d'expertise d'un expert vers l'autre, des projets de digitalisation, un projet global très ambitieux pour discuter les standards dans le groupe et dans les opérations. Et l'équipe, finalement, se retrouve à grandir. Donc, ce qui est formidable. Je suis très contente, même si la crise est bien entendu difficile pour tous. Et là, ce que vous voyez sur les illustrations, donc ces différents changements qui ont aussi été possibles. Donc, vous voyez des gens qui sont en Indonésie, donc des trainings qui ont lieu, mais qui sont complètement réorganisés pour avoir lieu à distance. Des personnes qui sont aux Philippines aussi, donc comment aider ces personnes, des nouveaux outils pour diffuser les best practices aux opérations. Voilà, je crois que je regarde le temps, donc je vais m'arrêter là, mais c'est un sujet dont on pourrait discuter pendant des heures. Merci beaucoup, Muriel. On a effectivement pas mal de questions. Donc, on a 10 minutes de questions devant nous. On va prendre celles qui sont les plus likées dans le désordre. Alors, une question intéressante. Est-ce que finalement, le knowledge management n'est pleinement efficace que dans des pays, Chine, Japon, entre autres, où la culture du collectif est déjà ancrée dans les modes de vie du quotidien? Qui veut prendre cette question? Moi, je veux bien. Vas-y, Muriel. Alors, non, je pense pas. D'abord, je pense que la culture du collectif n'est pas ancrée qu'en Asie. Moi, j'ai observé des très belles aventures en Europe, en France, avec des belles histoires collectives. Le partage j'ai insisté sur la Chine parce que bien entendu la crise a commencé en Chine, donc on s'est beaucoup appuyé sur les premières expériences en Chine, mais on a aussi vu des très beaux partages de connaissances entre les différentes usines en France, les différentes usines en Europe. Donc, je ne pense pas que la culture il y a un collectif qui est peut-être différent, mais il y a aussi un collectif qui est très fort et un esprit d'équipe qui est très très fort au sein des équipes France. Après, la différence peut-être que j'ai vue, c'est plutôt sur on va dire, en tout cas dans mon environnement, sur l'appétence pour les nouvelles technologies. Où moi j'observe des opérationnels qui sont, on va dire, un peu plus geeks dans les environnements asiatiques, qui vont plus facilement utiliser leur téléphone portable pour des applications, mélanger plus facilement le privé, le public, utiliser WhatsApp pour travailler, etc. Donc c'est plutôt là où je verrais une différence entre l'Europe et les autres régions du monde. Merci Muriel. Alors, on a une question spécifiquement pour Framatome. Quelle a été la part des initiatives Knowledge Management dans cette période de crise entre le top-down et le bottom-up venant du terrain? Alors, donc, je ne sais pas si je comprends bien la question. Aujourd'hui, on a une équipe centrale de 5 à 7 personnes, mais c'est surtout relayé sur le terrain par 70, ce qu'on appelle les KM Delegates. On a des gens sur une partie de leur temps ou des gens qui sont à plein temps. Il y en a au moins un par région et un par business unit qui font le relais, j'allais dire, des actions, du discours et du déploiement. Les initiatives elles-mêmes, elles ont été votées décidées il y a 3 ans selon les grandes problématiques knowledge management du groupe. Maintenant, c'est à la charge des KM Delegates sur le terrain de repérer les bases de connaissances qui sont dignes d'intérêt, de faire remonter aussi de vérifier que les règles sont bien écrites et que le processus est bien appliqué. Voilà, donc en fait, il y a un maillage très important qui est mis en place pour le KM au niveau du réseau humain et de KM Delegate à nouveau dans les régions et dans les BU. Et c'est sans doute grâce à ça aussi qu'on garantit la réponse adéquate aux besoins. Martin, Oui, moi, je trouve que la question est un petit peu difficile parce que toute initiative de KM, il y a toujours une notion de process qui est derrière et toujours une notion de collaboration.
Donc, quand il y a des process, on peut dire que c'est du top-down. Lorsqu'on dit on met en place un système de retour d'expérience avec des plateformes qui vont avec, et on va traiter ces fiches de retour d'expérience, on est vraiment dans le top-down. Et ça, le programme KM a pas mal de choses là-dedans. Et d'ailleurs, le vise, puisqu'on essaye de mettre en place des process de façon à ce que l'ensemble des pratiques KM se définissent, se répandent un peu partout. Mais on a aussi du collaboratif qui vient du terrain. Et on parlait tout à l'heure des communautés, de l'accélération des communautés en période de crise. Ça, c'est pas commandé. C'est vraiment des personnes qui ont pris sur eux finalement de créer des liens ou de tisser des liens, de profiter finalement de cette travail à distance pour tisser des liens faibles avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de voir. Donc il y a un petit peu des deux. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est du 100% top-down ou du 100% bottom-up. Il y a un peu des deux, mais c'est probablement tout ce qui est process, très process, c'est top-down, et tout ce qui est collaboratif, émergent, c'est de l'émergence. Voilà. Merci Martin et Jean-Paul. Alors une question peut-être Thierry que je vais diriger vers toi parce que je sais que tu as un intérêt particulier pour le deuxième thème qui est mentionné dans cette question. C'est quel lien faites-vous entre le système KM et le système qualité ? Effectivement, c'est une bonne question. Le système KM doit être finalement le réceptacle d'éléments qui vont appuyer et qui vont permettre de renforcer le système qualité. On a parlé de retour d'expérience. Le retour d'expérience, il suit effectivement un process. Maintenant, ce retour d'expérience, eh bien, il faut pouvoir le traiter au sens déjà analyser la matière, ensuite le mettre à disposition, et puis ce retour d'expérience, il a une durée de vie. Donc, et c'est vrai pour l'ensemble des éléments qui sont finalement partagés au travers du système de knowledge management. Et ces éléments-là, ils doivent être intégrés et mis à disposition dans le système de management de la qualité pour pouvoir justement améliorer le service, le produit, la prestation qui est la raison d'être de l'entreprise en question. Donc le knowledge management, c'est un élément clé finalement qui va participer à l'amélioration continue qui est la vocation de tout système de management de la qualité au service du client, encore une fois, au service de la prestation vis-à-vis du produit, au service de ce qui est fourni par l'entreprise ou par l'entité quelle qu'elle soit. C'est pas forcément d'ailleurs une entreprise, ça peut être aussi une institution. Et donc voilà, le knowledge management, c'est un véritable outil servant à l'amélioration continue. Merci beaucoup Thierry. Il y avait une question pour Framatome sur le moteur de recherche qui a été sélectionné. Oui, alors on a retenu l'éditeur Cinequa, qui est un éditeur français qui est présent chez Total, chez EDF. EDF l'a retenu également il y a peu de temps, et on est en train de faire d'ailleurs le transfert de notre REX sur le moteur de recherche pour les équipes ingénierie nucléaire de EDF. Merci. Muriel, c'est pour toi. Sur quoi repose l'ingénierie rapide de formation? Alors, je ne sais pas si la réponse peut être rapide, mais si tu peux donner peut-être un grand éclairage. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a dans l'équipe des ingénieurs pédagogiques qui savent développer des modules, qui ont vraiment un métier d'ingénieur pédagogique, c'est-à-dire qui savent développer des modules de formation de manière très, très rapide. Des modules qui s'appuient sur des méthodes de pédagogie active, des méthodes découvertes, des jeux, l'implication des participants, des apprenants, etc. Et non seulement ces personnes savent, mais elles ont aussi appris à l'ensemble de notre réseau de Learning Organization à eux-mêmes développer des formations. Donc, ça veut dire que en Thaïlande, par exemple, on a un master trainer qui, s'il a besoin de mettre en place une formation très rapidement pour un ensemble d'opérateurs, de techniciens, va être à même de développer en quelques heures très rapidement des modules très efficaces avec tout ce qui va bien, c'est-à-dire un assessment des skills, une évolution pédagogique, etc. Et ensuite, ce module de formation, on va pouvoir le traduire et le réutiliser dans l'ensemble du monde, par exemple. Donc, c'est très agile, c'est très efficace.
Merci Muriel. Alors je vais prendre une toute dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute. Les nombreux témoignages montrent l'importance et la nécessité d'avoir un programme de KM bien ancré dans les habitudes de travail. Comment faire en sorte que ces dispositifs soient correctement soutenus dans la durée dans nos entreprises? Eh bien, effectivement, il n'y a pas de réponse très courte. Donc, le levier que je peux vous donner, c'est de rejoindre l'association Copain, étant donné que le principe de l'association, c'est bien d'échanger entre pairs praticiens du knowledge management avec un accès à nos retours d'expérience sur le lancement, le développement, parfois le tangage de nos démarches knowledge management de façon à ce qu'elles puissent perdurer dans le temps. Donc, je vous réfère à notre site copain.net. Et je vais passer la parole à Laurence. Alors, merci beaucoup à nos intervenants. Merci Thierry, merci Muriel, merci Jean-Paul. Et merci. Merci. À toi Laurence. Merci à tous.